Alors, bonjour à toutes et tous. Voici donc le début de cette série de vidéos sur le thème 4, identifier, protéger et valoriser le patrimoine en jeu géopolitique. Nous verrons un petit peu plus tard en quels jalons et sous-axes se découpe ce thème. Une grosse partie sur la France, les questions de patrimoine et environnement, et puis quelques jalons intéressants. Donc, il s'agit de se demander en quoi consiste le patrimoine. On va très vite le comprendre dans cette introduction, identifier de ce qui fait patrimoine, protéger ce patrimoine qui peut être fragile, quel que soit le type de patrimoine, et puis valoriser, mettre en valeur ce patrimoine à tout type de fins qui peuvent être tant sociales, culturelles que économiques, voire même politiques ou géopolitiques. Mais pour commencer, une petite réflexion dystopique. Nous trouvons dans les années 2040, la Terre a été ravagée par une série de catastrophes climatiques. La seule planète réellement habitable suite à l'échec de la colonisation martienne s'appelle Alpha du Centaure. Elle donc est à quelques dizaines d'années de voyage. Pour cela, il faut donc congeler, ralentir, hein, mettre en hibernation les êtres vivants que l'on veut emmener sur cette planète, ce qui coûte extrêmement cher. Et donc, seule une élite extrêmement réduite a eu le et obtient régulièrement le l'énergie suffisante est réunie de partir sur Alpha du Centaure. Il se trouve que vous êtes donc une citoyenne, un citoyen de ce monde imaginaire et que donc vous recevez un SMS sur votre clé écran, qui est un objet que l'on utilise à l'époque, et donc cette clé vous livre un message du Conseil des sages, 4 juillet 2036. Votre transfert cryogénique d'extériorisation vers Alpha du Centaure est confirmé. À 18h33, aucun objet ni bien personnel n'est autorisé. Vous devez donc vous présenter à jeun à l'astroport X702, 2 heures avant le départ. Vous faites donc partie de cette poignée d'élus terriens qui ont, pour des caractères physiques, parfois des compétences techniques, c'est votre cas, ou génétique, été sélectionnés pour cette extériorisation et donc ce départ vers une planète qui, elle, est plus viable que la Terre, devenue difficilement supportable. On vous permet, par un contact, de emporter, hein, il est quasiment interdit d'emporter le moindre objet. Il y a des restrictions de poids extrêmement importantes, y compris de data à transférer sur Alpha du Centaure. Donc, vous ne pouvez pas emmener ni disque dur, ni autre objet. Et puis, le Conseil des sages ne veut pas que l'on emmène n'importe quoi sur Alpha du Centaure, n'importe quel type de document. Mais un de vos contacts de la bureaucratie, qui, lui, a droit à emporter une série d'objets, vous laisse, moyennant donc une forte somme d'argent, la possibilité d'emporter avec vous un objet de petite taille, un livre, un fichier visuel, donc un fichier informatique mais visuel, et un fichier sonore. Voilà, quatre choses. Et il faudrait que vous déterminiez, en faisant une pause à la vidéo, lesquels vous emporteriez, voilà, dans vos affaires, dans vos connaissances, dans votre culture générale. Ça peut être n'importe lequel. Vous pouvez donc emporter évidemment pas un ordinateur, pas un téléphone portable, pas un disque dur, hein. On n'a le droit qu'à un fichier informatique audio et un fichier informatique en images, et vous devez expliquer lesquels vous avez choisis. Donc, quand il y a ce genre d'activité apparaît le mot pause, vous faites une pause sur la vidéo et vous la reprenez une fois que vous avez terminé. Alors, c'est toujours intéressant de demander aux élèves quel type d'objet ils ont choisi. Certains ont pris une photo de famille,
une photo qui a une valeur sentimentale personnelle, un animal de compagnie. D'autres ont choisi un tableau, je sais pas, Jardin des délices de Jérôme Bosch, le Guernica de Picasso, un tableau qu'ils aimeraient emporter avec eux dans ce nouveau monde où très peu de ces œuvres seront conservées, étant donné que le Conseil des sages veut en quelque sorte repartir à zéro. Dans les livres, il peut y avoir des livres de recettes, voilà, gastronomiques, mais il pourrait y avoir aussi un roman très célèbre. Moi, j'aurais choisi, par exemple, La Route des Flandres de Claude Simon. Et puis, parmi les objets, il peut y avoir des objets à valeur artistique exceptionnelle, je sais pas, un bijou, un collier de perles de votre arrière-grand-mère, qui est une réalisation d'un célèbre joaillier d'Europe du Nord, ou un objet simple, mais qui vous a accompagné toute votre vie. Donc, en quelque sorte, ces quatre objets que vous avez choisi de prendre constituent le patrimoine que vous allez emporter avec vous et très certainement que vous allez léguer à vos descendants que vous aurez sur cette nouvelle planète. Alors, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on choisit en général? Quels objets ont été choisis par les élèves quand on fait cette petite activité au fil des années? Très souvent, on a choisi donc des objets personnels, familiaux. Le patrimoine, il est d'abord familial ou individuel. C'est, je ne sais pas, les œuvres que j'aime bien décider, une des œuvres que j'ai produites, c'est mon patrimoine. Ce ne sont pas des œuvres qui sont reconnues par l'humanité, elles vont être conservées par ma famille. Ça peut être aussi, on l'a vu avec Picasso ou des romans, des œuvres qui ont une valeur, qui sont estimées avoir, dont on estime qu'elles ont une valeur universelle, qu'elles transcendent les âges, qu'elles ont une valeur exceptionnelle. Et c'est pour cela qu'il faut les garder. Donc, au fil des ans, les critiques d'art, les critiques littéraires, les critiques de théâtre en ont décidé qu'elles constituent des œuvres originales, nouvelles et particulières. Mais il peut y avoir aussi, vous avez choisi peut-être un son, une chanson, je sais pas moi, une bande musicale de The Cinematic Orchestra et qui est plutôt électronique, voilà, qui n'est pas sous la forme d'un fichier matériel, une chanson historique, classique, traditionnelle. Bon, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais que pourtant on a choisi d'emmener sous la forme d'un fichier numérique. Et puis, pourquoi vous les avez conservés? Eh bien, on y a réfléchi déjà parce que ce passé, ce sont des objets qui nous constituent, qu'ils aient une valeur universelle ou individuelle, c'est des objets qui ont eu un rôle important dans notre parcours personnel et que l'on a jugé digne d'intérêt, soit pour se souvenir d'un événement, d'un moment historique, une bataille de Napoléon qui vous a marqué dans vos études, donc pour faire mémoire en quelque sorte. Et puis, pour se recueillir, bon, ben, une photo de famille, d'une famille qui a disparu sur Terre, c'est une famille, c'est une photo qui va permettre de se recueillir, de là aussi faire mémoire de façon individuelle ou collective. Et évidemment, tous ces objets que l'on a sélectionnés, que l'on a décidé de préserver, donc d'entretenir, de protéger des intempéries, de la perte, du vol, eh bien, il constitue en fait un patrimoine que l'on va transmettre aux générations futures pour qu'elles se souviennent, pour qu'elles aient donc un témoignage de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on comprend bien à travers cet exemple fictif que le patrimoine, hein, c'est ce que dans chaque époque, chaque pays, chaque groupe social, une région, chaque individu va garder de ce qui lui semble important. Il va sélectionner dans la masse des productions, dans la masse des choses qui ont été réalisées, que l'on va conserver. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce que l'on choisit de conserver,
va évoluer avec le temps. On va voir dans ce chapitre qu'à l'Antiquité, au Moyen Âge, y compris au XIXe siècle, ce qu'on décide de sélectionner pour faire patrimoine dans un pays, dans une région, dans une société, eh bien en fait va évoluer, hein, de différentes façons. Alors, au sens étymologique, cette fois-ci, définition, donc le patrimoine, c'est un mot qui vient du latin patrimonium, hein, donc le radical pater, hein, le substantif pater, père, c'est donc un héritage transmis par le père. D'ailleurs, hein, dans les sociétés occidentales, c'est le patrimoine, c'est finalement ce que le père transmet à la génération suivante, principalement à ses enfants, souvent mâles d'ailleurs. Ce qui fait que l'on va parfois se poser la question aussi du matrimoine. Quelle est la transmission d'un patrimoine par les femmes? En quoi les femmes ont participé à la transmission finalement d'un matrimoine universel dans l'histoire des sociétés, souvent alors qu'elles ont été oubliées, hein. De plus en plus aujourd'hui, les historiens s'intéressent à cette question du rôle, donc du matrimoine par opposition au patrimoine qui, dans la société patriarcale, est en général donc transmis par le père. Donc le patrimoine, c'est d'abord et avant tout une valeur, ça a d'abord un sens individuel ou familial, hein. Ce n'est pas une vision collective, mais de plus en plus, l'idée de ce patrimoine individuel, donc je sais pas, une grande famille ou une petite famille transmet son patrimoine immobilier, ses livres, les collections de timbres du grand-père, voilà, l'ensemble de ce patrimoine que l'on choisit de conserver ou d'éliminer d'ailleurs, et a d'abord une dimension individuelle ou familiale, mais de plus en plus, elle va devenir collective et plus générale. Alors, pour le montrer, prenons l'exemple de cette citation, de ce texte de Victor Hugo de 1832. Au 19e siècle, justement, au premier 19e siècle en particulier, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on va voir apparaître, en particulier en France, une série de réflexions d'intellectuels qui voient le monde changer et qui décident justement de lancer une réflexion sur ce qu'il ne faudrait pas voir changer ou ce qu'il ne faudrait pas voir détruire et qu'il est important de conserver. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction historique et monumentale ne doit pas être permise à d'ignobles spéculateurs que leur intérêt imbécile aveugle sur leur honneur. Misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont les barbares, il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, Revue des deux mondes, 1832. Quel est le contexte de ce document? Eh bien, on est dans un monde où la ville grandit, l'exode rural commence à se faire sentir, les villes se transforment, on cherche à construire des bâtiments plus hauts, plus efficaces, et donc on a tendance à détruire l'ancien, y compris si cet ancien peut constituer une rue qui date du Moyen Âge, de la Renaissance. Et Victor Hugo donc s'insurge contre cette destruction de bâtiments issus du passé, qui parfois ont une très forte valeur artistique, et il définit donc deux dimensions dans l'histoire d'un lieu, d'un immeuble. Il y a celle de son usage, donc un lieu où l'on habite, un lieu où il y a une activité économique, mais surtout de sa beauté. Et sa beauté, en réalité, elle n'appartiendrait pas, selon Victor Hugo, qu'à son propriétaire. L'usage appartient bien au propriétaire, mais sa beauté est donc un bien qui appartient à tout le monde. C'est l'idée d'un bien donc esthétique, collectif, universel, qui donc se constituerait un bien commun. Donc, le patrimoine de définition individuelle devient une définition plus
collective. Le sens, c'est généralisé. Le patrimoine est conçu comme un bien commun, l'héritage commun d'un groupe plus ou moins vaste. Ça peut être une nation, ça peut être une région, ça peut être toute l'humanité, puisqu'on va voir que l'UNESCO définit des biens patrimoniaux d'intérêt, qui ont un intérêt pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, on voit bien que cette idée d'un patrimoine exceptionnel à préserver apparaît au fil du temps. Et donc, il va falloir décider par la mobilisation d'intellectuels, d'associations, mais surtout de la puissance publique, de l'État. Il va falloir décider qu'est-ce qui est digne de patrimonialisation ou non. La patrimonialisation, c'est donc le choix de ce que l'on va conserver comme patrimoine pour les générations suivantes, de ce que l'on a hérité du passé. Et cette patrimonialisation, comme on le disait, elle va évoluer dans le temps. On voit qu'ici, elle prend une dimension nationale, universelle, et ce qui est patrimoine va d'ailleurs donc évoluer aussi en nature. Au début, comme dans le cas du texte de Victor Hugo, on pense principalement à des immeubles, à des bâtiments hérités du passé, hein, qui ont souvent été pillés dans l'histoire. Les grandes réalisations du Moyen Âge ou de l'Antiquité servaient de carrière. Et Victor Hugo, donc, lui dit qu'il faut préserver ces immeubles. Donc, on a souvent une conception du patrimoine, je reviendrai sur ce dernier passage, une conception du patrimoine qui est un patrimoine d'abord matériel, c'est-à-dire soit des immeubles, soit des monuments, soit un patrimoine artistique exceptionnel. Ça peut être, on va le voir aussi apparaître au 19e siècle, l'idée qu'il y a des sites, des écosystèmes, des paysages naturels suffisamment exceptionnels pour qu'ils doivent être préservés par leur intérêt environnemental, mais aussi esthétique, par leur beauté. Et puis, de plus en plus, on va voir apparaître au 20e siècle l'idée d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire donc d'un patrimoine qui est constitué d'idées, de récits, de langues, qui eux aussi ont tendance à disparaître, qui pourtant ne sont pas des objets, des monuments ou des lieux que l'on peut toucher de façon tangible. Apparaît aussi de plus en plus au XXe siècle l'idée d'un patrimoine ordinaire, hein, un patrimoine quotidien à conserver, les objets du quotidien qui n'ont pas forcément une valeur artistique exceptionnelle, objets de l'artisanat. On voit se développer au XXe siècle, par exemple, les écomusées qui expliquent donc les traditions anciennes de fabrication du fromage, des traditions qui ont parfois disparu, de confection d'objets en osier, voilà, de tout type de production agricole. C'est donc un patrimoine qui veut préserver des signes du passé au sens large, parce qu'ils ont une importance plus sociale, on va dire, que esthétique, mais qui existe aussi. Et puis enfin, dans le 21e siècle, on se pose de plus en plus la question de la conservation d'un patrimoine numérique. Quid de la conservation des vieux jeux vidéo, par exemple, qui fonctionnaient sous d'autres systèmes opératifs? Qui aujourd'hui ne sont plus fonctionnels. Le fameux premier jeu vidéo Pong, qui était juste deux barres et une petite balle, hein, et ils font partie de l'histoire de l'humanité, ils font partie d'un patrimoine numérique, les premières réalisations esthétiques, les premières, et que de plus en plus, parce que ce patrimoine numérique aussi, il se détériore, il va falloir se demander s'il est donc digne d'être conservé ou pas. Donc, voilà comment l'idée de patrimoine évolue dans l'histoire, hein, donc de patrimoine individuel à un patrimoine universel, d'abord à échelle nationale. Il faut garder les grandes euh, marque du passé d'un pays, mais aussi à échelle donc internationale et globale. C'est pour ça que dans les années 70 apparaît la notion de patrimoine donc mondial qui va être mise en place par une des organisations des Nations Unies, l'UNESCO, dont le siège est à Paris d'ailleurs, hein, et qui donc va classer les sites donc culturels ou naturels, on le verra, puis les biens immatériels qui sont dignes de patrimonialisation
universelle. Donc, une évolution d'un patrimoine plutôt familial, individuel, vers un patrimoine plus global, plus général, et d'un patrimoine plutôt matériel vers un patrimoine aujourd'hui, donc aux aspects beaucoup plus variés. Donc, dernier point, donc on a vu à quel point les patrimoines constituent la, comment dire, la spécificité de l'histoire d'une famille, d'un pays, et donc il faut montrer à quel point donc ce patrimoine est parfois un enjeu politique. Hein. Il y a des traces du passé qui dérangent certains régimes. Voilà pourquoi les régimes qui, un petit peu comme cette dystopie d'extérianisation sur Alpha du Centaure, il y a des régimes qui vont tout faire pour effacer le passé, effacer le patrimoine qui donc les dérange. C'est l'exemple, par exemple, des nazis et de leur autodafé. Il faut faire disparaître donc par le feu ces ouvrages littéraires ou scientifiques qui remettent en cause les théories raciales du nazisme, ces ouvrages écrits par des juifs ou des communistes. Il faut faire disparaître dans l'Union soviétique et les démocraties populaires les traces d'un passé qui pourrait mal influencer les citoyens, comme le sont les grandes réalisations, les grands monuments religieux dans un monde matérialiste où on ne souhaite plus que se fasse l'exercice, se pratique la religion. Eh bien, on détruit des églises qui sont parfois des joyaux esthétiques. Hein. Et l'exemple que j'avais aussi, c'était à quel point hein, supprimer le passé, c'est effacer aussi l'identité d'un peuple, d'une population. Et lors de la traite des esclaves, hein, dans le Nouveau Monde, en Amérique au général. La photo est aux Antilles, mais c'était en Amérique au général, voire ailleurs, comme dans l'île de la Réunion ou l'île Maurice. Dans la vente de ces esclaves, on avait un soin tout particulier à mélanger les esclaves selon des origines diverses, donc des Angolais, des Sénégalais, pour mettre en fait des Africains qui ne parlaient pas les mêmes langues, de façon à ce qu'ils oublient leur culture, ou en tout cas ils soient dans l'incapacité de continuer à les pratiquer. Ce qui fait donc que souvent ce passé africain a été effacé, même si beaucoup de ces populations finalement remettront en place des cultures musicales, littéraires, orales, qui sont des espèces de syncrétisme, de mélange hein, de leurs anciennes langues, de leurs anciennes croyances, de leurs anciennes cultures. Donc, on peut dans ce thème 4, hein, on le comprend mieux. On va comprendre qu'il y a d'abord un enjeu d'identification du patrimoine, c'est-à-dire comment on choisit, comment on choisit, qu'est-ce qu'on choisit, à quelle époque comme signe patrimonial pour le placer, comme héritage patrimonial pour le futur du passé. Et puis, comment on va le valoriser, comment on va le mettre en évidence, comment on va le donner accès à ce patrimoine. C'est par exemple la création des musées au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis, on va donc aussi se poser la question de sa protection, hein, puisqu'il est fragile souvent, les œuvres d'art, où elles sont l'objet de convoitise, sans oublier donc la dimension politique de cette question. Donc la problématique de ce chapitre, elle est multiple, tellement il est vaste de ce thème. Comment ont évolué donc et se sont progressivement élargies les formes de patrimonialisation? Quels sont les usages du patrimoine? Quels sont les usages dans la société du patrimoine? Il y a des usages socioculturels, des usages économiques du patrimoine. Avoir une belle collection de tableaux dans sa ville, c'est attirer de nombreux touristes. Et puis, il y a des usages politiques. Hein. Avoir une belle collection de tableaux, c'est aussi se placer comme une puissance culturelle. Et enfin, on se demandera quelles sont les menaces, les contraintes, les conflits d'usage, les conflits politiques qui peuvent compliquer la protection ou la préservation du
Patrimoine.